Pour vous faire deviner le thème de l'émission du jour, rien de tel qu'un petit rébut en taille réelle. Ceci est une boîte, ceci est un vélo, et ensemble ça donne les boîtes à vélo. Et c'était nos invités, ces entreprises qui ont choisi le 2 roues pour développer leur activité. Regardez. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Au programme de votre heure d'actu locale, on retrouvera ce soir du vélo. Ce sera dans le 18h aujourd'hui et plus précisément des boîtes à vélo. Alors elles peuvent être des associations, des auto-entreprises, des micro-sociétés et elles ont toutes en commun d'avoir choisi le vélo comme outil de travail, que ce soit dans la livraison, dans l'alimentaire, mon cher Watson, ou encore dans le service à domicile. Et en ce moment, ça cartonne pas mal à Nantes. On va décrypter ce phénomène avec nos invités. Alors lui aussi, il a tendance à circuler en vélo. Il s'appelle Romaric, c'est notre chroniqueur botanique. Et ce soir, il nous emmène du côté du parc des Oblates, c'est dans le quartier Chantenay à Nantes, pour voir plus particulièrement les vergers et plus particulièrement les pommiers. Et il sera avec des pommes, évidemment. Dans le 18h Info, à 18h30, vous allez retrouver Cécile Petitdent. On vous donnera des nouvelles d'Alcatel, l'entreprise d'Orvaux. Alors on le sait, elle va fermer ses portes en novembre 2015, mais les salariés restent mobilisés pour leur reclassement et pour pouvoir rester dans la région. On verra ça tout à l'heure. Mais tout de suite, notre invité est un médecin nantais qui dénonce les actuels spots anti-tabac. Voilà le programme du 18h de Télé Nantes qui commence après la virgule. Et pour mener cette interview, je suis avec Cécile Petitdent. Bonsoir. Bonsoir Anne-Lise. Et notre invité, le docteur Lamour. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, directeur de l'instance régionale de prévention et d'éducation à la santé des Pays de la Loire. Et vous partez en croisade avec d'autres professionnels de la santé au niveau national, d'autres médecins, des pédiatres, des psychologues, des sociologues, contre la nouvelle campagne anti-tabac qui a été lancée par le ministère de la Santé au niveau national. Alors je vous propose, avant d'en parler, de le voir ce spot pour le remettre en mémoire de tout le monde. Attention, c'est pas bon pour la santé. Clémentine, mes amours, c'est maman. Voilà, c'est pas facile. Vous m'avez apporté tellement de joie. Mais on se reverra peut-être plus. Alors je voulais vous dire une dernière fois que je vous aime et que votre maman sera toujours près de vous. Donc en effet, c'est un spot qui est difficile, qui serre la gorge, qui est anxiogène. Il y en a un autre, la même version, avec un homme qui est sur le point de perdre sa femme. Vous jugez ces spots comme malveillants. Le terme est assez fort. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous dénoncez dans ces spots-là ? Tout simplement, il est malveillant parce que comme il est sur toutes les ondes, aussi bien radio que télévisuel, il touche l'ensemble des Français. Voilà, comme si on avait oublié qu'actuellement, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui se battent contre des cancers, qui luttent courageusement tous les jours, qui vont se rendre à une chimiothérapie, une radiothérapie, qu'on accompagne, et pour lequel justement on essaie de les placer dans une optique de guérison. Et pas de se rappeler immédiatement que oui, l'issue de cette maladie peut être hélas fatale. Voilà. Donc dans un premier temps, ce spot est malveillant parce qu'il s'adresse aussi à ces gens-là qui n'ont rien demandé. Je pense qu'on a beaucoup de témoignages, par exemple, de femmes qui se traitent pour des cancers du sein, ça n'a pas de rapport avec le tabac, et qui aujourd'hui luttent tous les jours, éteignent la télé, empêchent leurs enfants de regarder ces spots parce que ça les met dans une situation extrêmement douloureuse. Donc c'est une instrumentalisation de choses vécues, de choses difficiles, et aussi pour ceux qui sont fumeurs, voilà, comme tout un chacun qui ne sont peut-être pas encore concernés par la maladie, ça joue sur la peur et ce n'est pas un bon moteur en fait. La peur peut pas être un bon moteur. Voilà, changer de comportement, c'est quelque chose de très difficile, on le sait. On change pas comme ça et on n'arrête pas de fumer comme ça. C'est ça la difficulté. Et on comprend facilement que ça marche mieux quand on est encouragé, quand on nous apprend des choses pour y arriver. Voire avec d'autres stratégies de motivation, comme l'humour, plutôt que effectivement la peur ou la terreur. Oui. Mais est-ce qu'il n'en faut pas un peu pour tout le monde ? C'est-à-dire que pour certains fumeurs, par exemple, qui ont envie d'arrêter de fumer, peut-être que la peur peut être déclencheur. Alors, on n'a pas le temps d'expliciter tout ça, mais vraiment, les modèles de comportement, c'est des choses assez compliquées. Quelqu'un a bien montré qu'on ne change pas du jour au lendemain, c'est par étapes. Donc on commence à se dire peut-être que je vais le faire, après on essaie de le faire, etc. Donc peut-être que pour une petite catégorie de fumeurs, ceux qui sont quasiment décidés à
à le faire. L'impact de ce spot va peut-être leur permettre de faire cette étape-là. Mais ça, on ne le nie pas. Le problème, c'est que ce nombre de gens est relativement faible par rapport à l'immense quantité de gens qui, aujourd'hui, souffrent Sont confrontés à cause de ce spot. Voilà. Alors qu'il est quand même question de santé. C'est le ministère de la Santé. C'est curieux. Moi, je trouve que quand on parle de santé, on ne construit pas de la santé sur de la peur. En même temps, on a souvent reproché aux campagnes de prévention d'être un peu insipides. Donc, alors, il faut trouver un juste milieu, vous dites. Absolument, on l'a déjà trouvé. Insipide, oui, il y a eu beaucoup de campagnes insipides. Il y en a qui sont remarquables, il y en a qui sont très amusantes, il y en a qui sont encourageantes. Il y en a eu une qui a été très bien faite juste avant, d'ailleurs, qui s'adressait aux 15-20 ans. C'est la tranche d'âge la plus touchée par l'impact du tabac. Sur l'aspect dépendance, alors qu'on est à un âge où Voilà, on est libre. elle a été très bien faite, elle était très amusante, et je pense qu'elle fait réfléchir les jeunes. Voilà, ça c'est nous on le constate sur le terrain qu'on peut utiliser ces spots avec eux. Alors que celui-là c'est même pas la peine. Ça nous casse notre travail. C'est même plus la peine d'aller dans les collèges et les lycées pendant 6 mois. Là, on arrive, on va nous dire c'est encore pour nous faire la morale. Voilà, on peut pas travailler à ce moment-là. Alors on se situe quand même un peu dans la même veine aussi des campagnes pour la sécurité routière, des choses chocs, des choses qui marquent, des choses qui frappent. Mais vous dites on n'est pas dans le même domaine. Non, ça fait partie des confusions un peu, c'est normal pour le grand public, mais on ne peut pas mélanger la conduite automobile et le tabagisme. Ça n'a rien à voir. La conduite automobile, quand quelqu'un alcoolisé prend l'autoroute en sens inverse, c'est une famille de 5 personnes, c'est pas du tout pareil que, effectivement, d'avoir une habitude qui consiste à consommer du tabac. Je dis simplement que tous les anthropologues confirment qu'il n'y a pas d'humanité sans produit. C'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. L'homme, il a besoin de produits de toute façon. Bien. Par contre, la conduite automobile, c'est quand même des rappels sur des choses assez faciles d'accès. Mettre sa ceinture, c'est pas très difficile. Rouler moins vite. Ne pas téléphoner au volant. Voilà. Donc, quand on vous fait très peur à cause de ça, on vous rappelle ça, on peut penser qu'on peut avoir ce réflexe et effectivement, on peut peut-être éviter des accidents. On peut avoir une action rapide. Voilà. Vous avez lancé une pétition qui a réuni plus de 1300 signatures. Là, tout de suite, maintenant, on a 1309, je crois. Vous demandez le retrait de ces spots qui finalement vont s'arrêter puisque la campagne va prendre fin. Oui. Mais l'idée, c'était quoi? C'était de dire plus jamais ça, ou en tout cas, il faut réfléchir autrement. Voilà, l'idée, c'est de dire cette fois-ci, on veut montrer que, d'une part, tout un collectif de professionnels, aussi bien de la prévention que du soin, j'insiste là-dessus, mais il y a aussi des éducateurs, etc., qui disent que eux, sur le terrain, ils sont gênés par ce type d'abord. Voilà, donc pour que la prochaine fois, on puisse trouver plein d'autres ressorts qui sont intéressants pour faire de la prévention, mais pas celui-là. Oui. Pas celui-là. Peut-être un dernier mot. On parle de mettre des paquets neutres. Ça fait partie un peu du package qui est proposé par la ministre de la Santé. Ça, c'est une bonne méthode? C'est une excellente méthode. L'erreur, c'est de confondre le produit et le fumeur. On confond le tabac et le fumeur. Le fumeur, c'est une personne, elle fait ce qu'elle peut et on peut l'aider à arrêter de fumer. Le tabac, c'est un produit qu'il faut combattre. 147 milliards de bénéfices de l'industrie du tabac, qui ne paye même pas les 18 milliards qu'elle doit à la sécurité sociale tous les ans pour les dégâts qu'elle fait. C'est contre eux qu'il faut se battre. Et là, il y a d'excellentes mesures comme le paquet neutre. Et on fera une pétition pour soutenir le paquet neutre. Une autre pétition, en tout cas, si vous voulez signer celle qui est déjà en ligne, c'est sur la page Change. Quelle est cette pétition? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Cécile. À tout à l'heure. Vous les avez peut-être déjà vus dans les rues de Nantes, pédalant fièrement sur leurs fiers destriers de fer. Ils sont de plus en plus nombreux à travailler à vélo et ils se sont même montés en collectif, les boîtes à vélo. 22 associations, micro-entreprises ou sociétés qui ont décidé de faire du vélo leur outil de travail. Et nous avons 3 d'entre eux avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors Mathieu Balland, vous êtes le gérant de A4 Mains et vous faites dans le service à domicile. Dans le service à la personne, plus particulièrement dans le bricolage, le jardinage et le nettoyage. Voilà, donc toujours avec un vélo, évidemment, ce sera la constante. Simon Couturier, vous êtes co-gérant de Green Course. C'est ça. C'est de la livraison. Une société de livraison à vélo sur l'agglomération nantaise. Et Franck Attal, dernière personne du tour de table, gérant de Délicatessen. Tout ça, à c'est fait. de l'alimentaire. De l'alimentaire. De la restauration. De la restauration ambulante, du hot dog, le hot dog nantais. En triporteur. En triporteur, Voilà. en vélo triporteur, tout à fait. Alors, première question, ce sont toutes des activités, on l'a vu, service à domicile, livraison, restauration, qui pourraient fonctionner sans vélo. La livraison en voiture, en camion, ça se fait. Pareil pour le service à domicile. Vous auriez pu ouvrir une boutique en dur, voilà. Pourquoi vous avez choisi le vélo, Simon?
Le vélo Vous Ouais. Nous, on a monté Green Course à 3. Et il a fallu trouver des points communs déjà pour monter une société, 3 amis à la base, je précise. Ouais. Et la logistique urbaine, qui plus est, était un des points communs professionnels, de notre cours passé professionnel, à nous 3. Le vélo, c'est ce qui se rapproche du sport. Donc nous, c'est aussi un point commun qu'on avait, et on avait envie de développer là-dessus. Et puis voilà, on n'a pas hésité non plus très longtemps. On a trouvé l'idée. Il n'y avait pas beaucoup de sociétés. Il y en avait une personne qui faisait ça sur Nantes déjà, de la livraison à vélo. Donc on n'a pas tant que ça hésité. On a fait une étude de marché quand même. Ouais. On s'est fait accompagner par la BGE. La BGE, alors je suis pas la boutique de gestion pour entreprendre. D'accord. Et qui nous a aidé à créer l'étude de marché et tout ça. Et puis voilà, donc ça correspondait un peu à des parcours personnel, et puis à des valeurs, et puis au sport. Voilà, c'est ça, des valeurs qui nous rassemblent. Exactement. Alors pareil, pour le service à domicile, le service à la personne, pourquoi le vélo ? Pourquoi le vélo ? En fait, il existait déjà pas mal d'entreprises de services à la personne. Il y en a même beaucoup. Et puis, nous, on cherchait à se différencier d'une certaine manière. Et du coup, on s'est dit, est-ce que avoir une démarche un peu plus respectueuse de l'environnement, ça serait pas un petit plus. Du coup, le vélo est... Ça devient un argument, finalement, pour de nouveaux clients. Ça peut être un argument, oui, parce que le client aussi, lui aussi, dans sa démarche d'achat, va vouloir chercher à avoir moins d'impact sur l'environnement. Et du coup, il va privilégier des déplacements doux, comme on les appelle aujourd'hui. Mais pour vous aussi, parce que là, vous parlez des clients, et c'est vrai que ça c'est pas encore ressorti, mais c'est l'argument écologique, il est important aussi dans votre démarche ? Mais complètement. Il y a green dans le nom. Oui, déjà, c'est sûr, c'est dans le nom. Mais voilà, c'est sûr que, je vais me répéter un peu, mais ça va être les 3 points, c'était l'envie d'indépendance, d'entreprendre, de créer une structure. Le vélo, parce que le côté écolo, sport, et la plupart, en plus, des livraisons du centre-ville, c'est des tout petits colis, des enveloppes et tout ça, donc on peut clairement le faire à vélo. Et puis voilà, c'est sur le côté écologique, nous, ça nous touche, on est vous aussi, super sensible. Côté écolo ? Oui, bien sûr. Oui. Vous aussi, Franck Attal ? Bien sûr, l'écologie, un moyen de vente écologique. Et puis en plus, dans une ville comme Nantes, qui a quand même été élue Green Capital, capitale verte, en 2013. 2013, avec un nombre important de kilomètres de pistes cyclables, comment ne pas créer une entreprise à vélo ? Alors justement, là, on voit votre triporteur, votre stand qui est installé au bas de la rue du Calvaire. Pourquoi vous avez fait le choix du vélo ? Parce que là, pour le coup, on est sur un autre modèle. Vous auriez pu, vous, ouvrir une boutique en dur. J'aurais pu ouvrir une boutique en dur, tout à fait, plutôt que d'un triporteur. L'avantage, c'est que nous sommes donc sur quand même le fait d'être au-devant des clients. Voilà, on peut se déplacer quand même à différents endroits. Bon, là j'ai quand même une place fixe donc sur le bas de la rue du Calvaire. Et puis c'est vrai que on revient quand même à ce côté donc écologique qui est quand même important dans mes démarches. Et puis une façon d'importer une tradition très américaine. Là, on est tout de suite dans les films américains on est la vente de hot dogs dans la rue. Tout à fait, la vente de hot dogs dans la rue. On est sur le bike truck. Ou le bike food bike. Le bike food. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a l'argument écologique. C'est-à-dire le petit camion, je voulais dire, le petit camion de vente ambulante de nourriture. Dans la rue. On parle de l'argument écologique, mais aussi il y a sans doute un argument écologique dans tout ça. Économique, pardon, voilà, le lapsus. Économique, parce que ça coûte moins cher, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas peut-être moins de frais d'entretien que pour une voiture. C'est aussi, ça rentre en ligne de compte ? Si, bien sûr, ça rentre en ligne de compte. À différents niveaux. C'est pour Green Course ou les triporteurs nantais, c'est le dernier kilomètre. C'est facile de se garer en ville, c'est facile de se déplacer. On n'a pas d'embouteillage, on n'a pas tout ça. Du coup, c'est un gain de temps. Après, pour tout ce qui est restauration et tout ça, si vous voulez avoir un magasin pour vendre quelque chose, ça vous coûte un bras, quoi. Donc oui, il y a une dimension écologique, économique, encore une fois. Économique, oui, pas de gros loyers, pas de fonds de commerce, pas de droit au bail. C'est vrai que
Voilà, ça Et c'est équivaut- facile de s'installer parce que justement, par rapport à des restaurateurs classiques, vous pouvez être un peu dans une forme de concurrence déloyale, on pourrait dire. Mais la ville vous facilite les choses. La ville, je pense, nous a facilité quand même le fait de pouvoir s'installer. Enfin, m'a facilité parce que j'avais quand même un projet qui a été mené. Qui a été bien mené et un joli projet, un beau projet et bon projet. Maintenant, c'est vrai qu'en secteur sauvegardé, avoir une place, donc c'est pas forcément facile. Avec un vélo, on a quand même plus, on est quand même plus invisible, plus voilà, on est vraiment invisible au paysage, quoi. Vous intégrez mieux dans l'espace. Voilà, on quoi. s'intègre mieux dans l'espace plutôt qu'un camion qui viendrait, voilà. Et puis bon, on revient encore au côté écologique. Ah, puis juste pour finir sur le côté économique, je sais que nous, on est une entreprise de service. En opposition, tu vends des produits, sûr, donc c'est bien différent. sûr. Mais je sais que pour nous, le fait d'avoir moins de charges, donc pas de frais de carburant, les assurances coûtent beaucoup moins cher Bien pour sûr, des vélos ouais. en vrai que pour des camions, une flotte de camions, tout ça. Et je sais qu'on répercute le coût de ces charges moindres sur la prestation, enfin sur le tarif de la prestation. C'est-à-dire que vous êtes moins cher aussi que vos concurrents. Bah, la plupart de nos clients ont cette réflexion, se dire attendez, une course, pour des courses à partir de 5,50, 6 € dans le centre-ville, transporteur Mais motorisé. ça vous rend beaucoup plus concurrentiel. Ouais, exactement. Vous aussi, dans le service à la personne? Après, le service à la personne, c'est hyper varié, quoi. Ça va de la femme de ménage au jardinier, en passant par la distribution de repas, quoi. Donc, sur le bricolage, je pense qu'on est plus intéressant financièrement. Ouais. Et alors, c'est vrai que vous l'avez dit aussi, ça fait partie des arguments, c'est la facilité à accéder au centre-ville. On le sait que c'est assez casse-tête de rentrer dans Nantes. Le centre-ville est beaucoup piétonnisé. C'était aussi un des arguments de The Plombier, qui fait aussi partie du collectif Boîte à vélo qu'on avait rencontré. On a quelques images. Ça aussi, c'est un argument, pouvoir accéder au centre-ville de Nantes. Ah ben clairement, mais nous, c'est un gain de temps, mais de folie, de temps, pas de prise de tête à savoir où se garer. Après, il faut essayer de gêner le moins possible quand même, parce qu'on a des vélos imposants. C'est des vélos cargo de grande contenance, donc ça prend de la place quand même. Puis on roule pas sur les trottoirs, mais le fait de pouvoir stationner juste devant la porte du client, c'est exceptionnel. En centre-ville, surtout de Nantes. On n'est pas en double fil, on gêne pas la circulation. C'est une voiture en moins aussi. C'est tout bénéfique. C'est tout bénéfique. Ouais. Alors justement, vous l'avez évoqué aussi, dans une ville comme Nantes, c'est peut-être aussi pour ça que ça marche, parce qu'on se dit 22 boîtes à vélo, finalement, c'est pas mal pour quelque chose d'assez récent. Est-ce que c'est aussi parce que Nantes, capitale verte, parce que le développement des pistes cyclables, récemment, il y a eu l'axe Est-Ouest qui a été inauguré. Vous, ça vous facilite la vie, vous n'avez pas de mal à circuler à vélo à Nantes? Non, aucun problème. Nous, on est basé sur Rezé-Pont-Rousseau, et donc il y a l'axe nord-sud qui commence à Pont-Rousseau, et nous, on est dans 10 minutes. Le cœur de notre activité, évidemment, c'est sur le centre-ville de Nantes, pas de Rezé. Et on est en moins de 10 minutes dans le cœur de notre activité, donc c'est super. Donc c'est aussi parce que c'est Nantes que ça fonctionne? Bah ça pousse, ça joue. Oui, ce serait quand même plus facile de faire ça à Nantes qu'à Chambéry. Ou je pense. au Grenoble. Le terrain est aussi un peu plus plat, quoi, c'est Voilà, ça? déjà, c'est une ville plutôt plate, à part, on va dire, la butte Sainte-Anne ou 2-3 petits endroits qui montent, mais sinon c'est assez plat. Et puis la ville met en place des aménagements cyclables qui sont super. Donc là, c'est tout positif, mais est-ce qu'il y a quand même aussi des contraintes qui sont un petit peu plus compliquées? Alors, on va penser bêtement à la météo. Voilà, il pleut, il vente, il faut quand même aller faire son trajet en vélo. Mais est-ce que ça vous empêche aussi de porter certaines choses, d'aller dans certains endroits? Enfin, c'est aussi une contrainte. À part la météo, j'en vois pas vraiment. Peut-être Votre cercle la de crédibilité, distribution est plus réduit. le cercle notre zone de chalandise, c'est sûr, est plus réduit comparé à un transporteur national, évidemment, c'est sûr. Mais on n'a pas encore eu de limite, on n'a pas refusé de course encore en termes de volume pour transporter vraiment quelque chose. Vous seriez, je pense, impressionné de voir le nombre de marchandises, la quantité de marchandises qu'on met dans nos vélos cargo, je pense. On en met, mais on peut être quand même limité en termes de capacité, en termes de zone de chalandise. De chalandise, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des solutions. Mais bon, c'est vrai qu'on en met quand même beaucoup. Des Il y a solutions. des solutions, parce que tout en vélo, ils ont une remorque qui leur permet de transporter jusqu'à 300 kg de charge. 300 kg, ça en fait des paquets de terre. Puis peut-être une actualité qu'on peut dire pour le collectif des boîtes à vélo, c'est que vous allez avoir un local place du commerce. Ça va ouvrir début novembre, qui va vous permettre aussi de faire du transit, éventuellement, de déposer un peu de matériel. Du transit, exactement. Oui, ça va être une zone, un local commun.
à tous ceux qui veulent adhérer, qui adhèrent aux boîtes à vélo. Et puis donc une zone de rencontre aussi, d'ouverture au public. Et puis Pour une montrer vitrine, votre voilà, activité. pour montrer toutes nos activités. Qui sont diverses et Qui qu'on sont retrouve diverses, justement, alors toujours la livraison, le Bah, service. je pense qu'on peut regrouper à les domicile boîtes et à vélo en l'alimentation. 3 En 3 familles. familles. Ouais. Voilà, Ouais. qui était représenté. Exactement. Ce soir, alors on voit les vos sites là qui défilent, justement, à quatre mains, Green Course et Délicatessen Nantes, si on veut prendre un petit peu plus d'infos sur ce phénomène des boîtes à vélo. Merci beaucoup, Merci à messieurs, vous. d'avoir Merci été à avec, vous. avec nous. Et tout de suite, nous accueillons Romaric pour sa chronique botanique. Bonsoir Romaric. Ben non, il n'y a pas de texte puisque vous n'avez pas envoyé de texte. Voilà. Tu dis que t'arrives pas à les lire, alors j'arrête Voilà. d'écrire. Donc ce soir, on mange des pommes. Ça me C'est ça. rappelle un certain discours. Ah ouais, c'est vrai, de qui, Manger de des Jacques pommes. Oui, c'est ça, c'était 2002. Jacques Ier. Ouais, Jacques Ier. On mange des pommes. C'est ça, bah, c'est la saison, quoi. Ouais. Donc on mange des pommes. Déjà, tu vois, c'est quoi une pomme, tu vois, la fleur, c'est quoi ça, par exemple, dans la pomme? Les fesses de la pomme. Ah, bravo. C'est l'ancienne fleur, tu vois, la fleur, elle était là. Ouais. Et du coup, en botanique, on dit que c'est un ovaire infère, c'est-à-dire que l'ovaire, il est sous la fleur, tu vois. Tu as la fleur qui était au-dessus, puis ce qui a gonflé, c'est ce qui était sous la fleur. D'accord. Et, Donc là, on a différentes variétés. Du coup, c'est que... ou qu'est-ce qu'on Ouais, a on a différentes variétés. En plus, je me rappelle plus tous les noms. Celle-là, c'est une locale qui se mangeait beaucoup avant, qui s'appelle Drador. Drador, elle est très recherchée. Elle se conserve pas très longtemps. C'est une des premières. Et, On dirait du Harry Potter. J'adore. c'est vrai. Ouais, c'est ça, ça fait Mais vraiment d'Harry Potter. par rapport aux autres, tu vois, par rapport à des variétés commerciales, elle est un peu plus petite. Oui. Mais par contre, c'est lesquelles t'as préféré, toi? Je sais pas, moi en ce moment, je suis gala, moi. Gala, voilà. Ben, Gala. Voilà, d'accord. Gala, Granny Smith, Golden et puis Pink Lady. Ouais. C'est celles qui ont besoin de plus de traitements chimiques pour vivre. Elles Pas ont bien, au minimum mauvaise besoin, réponse. elles ont au minimum besoin de 30 traitements par an. Donc il existe des Variétés qui n'ont pas ouais, besoin d'autant de traitements. mais qu'on trouve un peu moins sur les étals de nos supermarchés. Voilà, c'est ça le problème. Mais en fait, les autres, elles sont toutes, il y en a sur 500 variétés à peu près. Il y en a 400 qui viennent de 5 par an seulement. Macintosh, Golden, et puis Jonathan, entre autres. Et du coup, elles sont hyper sensibles aux maladies. Alors avant, on s'en fichait, on traitait. Et maintenant qu'on ne traite plus, on se demandait comment faire. Du coup, il a fallu retrouver les pommiers sauvages. Et où est-ce qu'ils sont, les pommiers sauvages? Donc on a regardé dans les En forêts. Normandie. Non. Pas tout à fait, c'est des cultivés dans les forêts. Chez nous, des fois, il y en a. Ouais. Et en fait, les gènes des pommes là, ils ne ressemblent pas du tout aux pommiers sauvages de chez nous. Et du coup, on est allé jusque dans le Kazakhstan. Il y a une petite forêt à côté d'Almaty. C'est la plus grande ville du Kazakhstan, je ne sais pas si c'est ça a été la capitale du Kazakhstan jusqu'à il y a peu de temps. Et ça veut dire grand-père des pommes. C'était une forêt de 10 000 hectares, donc c'est marrant, ça fait 10 km sur 10. Et là-bas, tu as les gènes de tous les pommiers du monde, en fait. Enfin, tous les pommiers cultivés. En fait, tous les pommiers cultivés dans le monde, ils ont pour origine cette mini-forêt qui est là-bas. Ça Et veut du dire coup- qu'on réintroduit ces pommiers sauvages dans les jardins ou pas dans la Exactement. consommation quoi, Non, mais voilà. c'est-à-dire que les chercheurs, si tu veux, ils vont là-bas, Ouais. ils en ramènent, et puis ils croisent des pommes, et ils prennent une golden qui serait toujours malade. Ils la croisent avec celle, évidemment, là-bas, ça fait quelques millions d'années qu'ils sont là-bas, donc ils sont jamais malades. Sinon, ils ne seraient plus là. Et du coup, ils en croisent une qui est petite, pas très bonne, avec une grosse golden. Et ils voient si ça donne soit une pas bonne qui est malade, ou soit une bonne qui est pas malade, tu vois. De préférence. De préférence. Et quand ça tombe sur une bonne pas malade, ils la gardent, et puis ils relancent des variétés. Mais sinon, on était un peu arrivé au bout, parce que toutes les variétés qu'on avait tombaient Pas été malades. trop traité, quoi. Voilà, exactement. coup. Et qu'est-ce que je peux te dire Bah, dessus je ne sais pas, dites-moi. Qui est-ce qu'on produit le plus en France? En France, dans le monde, c'est la Chine. Ouais. 25 millions de tonnes, et du coup, c'est autant que tous les autres pays du monde. Bon, moi, je ne t'ai Pas pas mal. dit qu'en Chine, ils mangent autant de pommes que ça. Bah oui, mais on leur envoie des dragons, des pommes, on leur ramène tout Non, c'est au finalement. contraire, c'est eux qui les produisent et qui nous, Et qui qui nous les- les envoient. ouais. Voilà. À Nantes, où est-ce qu'on peut en voir? On peut se Ah dire, voilà, c'est- j'allais y venir parce qu'on veut quel voir des lien avec images. Nantes, On veut voilà. voir des images. Alors, comme Il y a je le sais que parc vous avez des des Oblates. moyens restreints, non, je t'ai pas envoyé. Il y a deux très belles structures qui font des pommes. Ah, voilà, donc, Alors là, c'est le parc dans des Nantes, Oblates. c'est le parc des Oblates, voilà. Un Où il y avait ce Donc, champ ces images de ont été tournées en fleurs été, bien sûr. cultivées par des sœurs, n'est-ce pas, qui sont Ouais. encore là, qui sont dans le bâtiment juste à côté. Donc elles ont fait des belles fleurs et elles avaient un verger. Donc le verger a été conservé aussi. Donc en ce moment, c'est plutôt la fin des pommes pour ces pommes-là. Ouais.
Mais On va les effectivement, voir aussi juste après. C'est vrai qu'on a plutôt trouvé des pommes pourrites dans les arbres en ce moment. parce que ça dépend des variétés de pommes. Mais voilà, il y a un verger qui est assez sympa et surtout le parc des Oblates, il mérite d'être vu. Et pas loin de Nantes, il y a 2 très belles structures. Il y a la Chebuette qui est à Saint-Julien-de-Concelles, qui a des vergers bio dans lesquels on peut aller ramasser ses pommes. Donc si tu n'as pas sur les étals, tu y vas la semaine prochaine, tu pourras ramasser des pommes bio. Et puis sinon, il y a les Cotonantais. Vous pourrez inviter à la chronique éco puisqu'ils ont quand même 70 salariés, tout en biodynamie. Donc c'est plus que bio encore. Et c'est le plus grand verger en France en biodynamie quand même. Et ça, c'est où? Ça, c'est à Vertou. À Vertou. C'est pas trop loin quand même. Non, ça va. Et je crois qu'il est hollandais, le patron. Ouais. Et du coup, ils ont dit, Cotonantais, c'est tout ce qui est les compotes bio de pommes, ça on en voit dans tous les magasins. Et du coup, c'est une belle réussite. En faisant du bio, on peut quand même faire des pommes en quantité, puisque tu vois, il y a une réussite économique derrière, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est toujours bien quand on allie l'écologie et l'économie, n'est-ce pas, Jean-Marie? Et d'ailleurs, Il nous dans reste 20 secondes, à ceux peine. qui ont lié, il y a Apple. Tu m'as pas dit, mais Apple, au fait. Et puis Macintosh, quand je t'ai tendu la perche tout à l'heure. Non, mais je Apple, suis quand pas ils ont lancé le active. Macintosh, Je suis parce pas que active. Macintosh, c'est une variété de pommes. Et quand tu allais au premier salon Apple, ils distribuaient des pommes gratuitement à volonté. Et ben voilà. Et pour finir, un petit proverbe. Non, on n'a plus le temps. On peut savoir combien il y a de pommes dans un pommier, mais on ne peut pas savoir combien il y a de pommiers Dans une pomme. Autant que de pépins. Il avait préparé sa chute. Oh, Merci c'est beaucoup, ça. Romaric. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.